Alors, on s'est joint ici par le docteur Giles Tatter. Et c'est un plaisir de pouvoir avoir cette discussion avec lui. Vraiment juste de revenir, de réfléchir au fil des années et le parcours et tout ce que nous avons fait en matière de recherche sur les commotions cérébrales et l'impact sur le sport au Canada. Alors, bienvenue, Dr. Tatter. C'est un plaisir de vous voir. Lorsqu'elle tête qu'on a mentionné plus tôt, quel parcours, n'est-ce pas? Je me souviens que vous et moi, nous sommes rencontrés à la Bibliothèque du Cirque à Ottawa, je pense qu'il y a environ 10 ans. Et nous discutons de cette chance et de l'importance et le besoin d'aborder les commotions cérébrales et le sport. Et à ce moment-là, la passion que vous avez dit pour votre recherche, il fallait qu'on augmente la sensibilisation concernant l'impact des commotions cérébrales sur tous les participants, sur nos jeunes et toute personne qui fait du sport. Et c'était tellement important. Et je pense qu'à l'époque, il y avait même des nouvelles recherches que vous avez publiées en 2015. Donc, vous travaillez avec une collaboration canadienne sur les commotions cérébrales. Et justement, cette étude disait qu'il y a des recommandations pour le développement de la politique concernant le sport lié à la prévention et la gestion des commotions cérébrales du Canada. Alors, nous voici. Oh, toutes nos organisations sportives nationales ont des politiques en matière de commotion cérébrale. Alors, le gouvernement FPC ont mis en place ou approuvé une semaine sur les commotions cérébrales au mois de septembre pour que les gens puissent apprendre sur les nouvelles avancées dans la recherche et nous gardons à l'avant-garde. Et même comment les règles changent dans le sport, comme ça, on peut être plus conscient. C'est une des blessures que les personnes doivent connaître. Alors, donc, qu'est-ce que vous en pensez que votre recherche et votre passion est en train d'avoir un impact sur le sport pour que les Canadiens soient plus sécuritaires au sport? Oui, mais je ne sais pas seulement parce que j'ai contribué, mais il y a tellement d'autres Canadiens et Canadiennes ont contribué à cela. Et tel que mentionné, on a parcouru un long chemin et les choses sont tellement mieux maintenant pour nos athlètes. Si on compare à 10 à 15 ans, nous avons vraiment fait beaucoup de progrès dans notre pays. Et je pense, ce qui m'a fait plaisir, c'est que les efforts canadiens sont reconnus à l'échelle mondiale. Nous avons vraiment presque préparé le terrain pour ce que beaucoup d'autres pays font maintenant. Donc, oui, ça me donne un sentiment d'être Canadien et d'avoir fait partie du processus auquel tant de personnes ont contribué. Vous savez, oui, il y a cette partie, comment on peut faire une différence en tant que Canadien, Canadienne, parents, entraîneur, entraîneuse, comment on peut aider. Vous avez vraiment raison. C'est vraiment un bon sentiment de savoir qu'on est en train de rendre le sport plus sécuritaire pour tous et toutes. Alors, vous avez continué à faire de la recherche, vous avez continué à essayer de vraiment accueillir cette passion de faire le sport sécuritaire. Et vraiment, votre recherche la plus récente, se concerne le corps et la mise en échec dans le hockey des jeunes. Alors, j'aimerais en parler un petit peu plus. Alors, récemment, vous avez publié en 2022, vous avez démontré que la mise en échec corporelle est la cause la plus commune des symptômes persistants de commotion cérébrale parmi les joueurs de hockey. Alors, il y a beaucoup de ces symptômes, justement, on peut dire plus d'un an et en moyenne plusieurs années pour d'autres joueurs. Alors, comment peut-on tirer parti de ces découvertes? Qu'est-ce que vous avez appris? Si on prend un petit peu de recul pour expliquer comment cela aboutit, je suis très passionnée pour essayer de prévenir des blessures en premier lieu. Alors, je passe une bonne partie de mon temps à essayer de retisser les morceaux après que cela soit produit, ce qui est beaucoup plus difficile à faire. En effet, traiter les personnes qui ont subi une commotion cérébrale et qui ne s'améliorent pas, ça a été vraiment un défi. Alors, ça a vraiment souligné l'importance de prévenir la commotion d'avoir lieu dès le début.
Et j'aimerais que les gens réfléchissent davantage à la manière de prévenir les commotions cérébrales. C'est la raison pour laquelle j'ai rassemblé ma propre expérience concernant les mises en échec au hockey. Alors, donc, je suis remontée jusqu'à l'an 2000 et j'ai fait cette collecte d'exemples que j'ai vus dans ma propre pratique. Alors, ça, c'est des enfants et quelques adultes que j'ai traités moi-même. Alors, je sais qu'est-ce que ces individus ont subi. Ça n'a pas été facile de les traiter, surtout les plus jeunes. Et je ne m'attendais pas à ce que cela se produise parce qu'on pense toujours, les jeunes vont s'améliorer assez rapidement. Mais vous savez, cela n'a pas été le cas. Alors, ça m'a fait craindre que on ne fait pas assez pour prévenir les commotions, mais bien que nous avons des merveilleux programmes de prévention de blessures, comme certains de ceux auxquels j'ai participé avec la Parachute Canada, eux, par exemple, ont été super dans le développement de programmes et l'Association canadienne des entraîneurs et entraîneuses a pris cela à cœur et maintenant que nous avons le réseau canadien des commotions cérébrales dans notre pays, alors maintenant, nous avons un réseau de chercheurs et chercheuses qui se réunissent et étudient les commotions cérébrales. Alors, même si on est en train de faire tout cela, je pense que nous devons faire plus. Et quand je regarde ce qui est arrivé aux enfants qui ont subi une mise en échec au hockey, beaucoup d'entre eux ne sont pas rétablis rapidement. Et pas seulement un ou deux, mais plusieurs dizaines de ceux que je suivais souffraient pendant des années. Et ça, c'est un peu inquiétant. Alors, je voulais alerter la communauté du hockey sur ce fait que la mise en échec était quelque chose qui devait être examiné de manière importante. Alors, lorsque j'ai évalué les effets de la mise en échec, ça m'inquiétait que les enfants, les jeunes souffraient des symptômes significatifs parce que les commotions cérébrales peuvent causer des symptômes assez importants comme la dépression, l'anxiété, la STDS, alors les vertiges. Il y en a, en effet, il y en a qui n'ont jamais joué le hockey suite à une commotion. Alors, je pense qu'on doit faire plus pour rendre le sport plus sécuritaire. Et ma proposition, est-ce que nous ne devrons pas permettre aux garçons de faire ces mises en échec jusqu'ils ont 18 ans parce que le cerveau sera mieux préparé en tant que jeune de 18 ans qu'en tant que jeune de 12 ans. Alors, par exemple, c'est comme ça ils vont pouvoir résister aux une mise en échec. Alors, vous allez savoir comment patiner, vous allez savoir maintenir votre équilibre. Il va y avoir moins de risques si vous êtes un petit peu plus âgé et votre cerveau est mieux développé. Alors, augmentons l'âge à environ, disons, 18 ans. Ça, c'est vraiment l'essentiel de mon article. C'est très long, mais ça, c'est vraiment l'essence. Et je n'invente rien, je suis en train d'interpréter les données, mais ce sont des suivis à long terme. Très peu de personnes ont fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire faire ce suivi des enfants pendant un certain nombre d'années. La plupart des rapports sur les joueurs de hockey disent, nous, on suivons pendant quelques mois. Et moi, dans mon cas, je les ai suivis pendant quelques années pour voir ce que leur est arrivé. Alors, je crois qu'on est super chanceux. Alors, vous avez été capable de faire ces suivis pendant une longue période et par la suite de pouvoir faire cet examen, de voir que la progression est faite et différentes étapes. Et ça, c'est fort précieux. Alors, lorsque vous avez mentionné l'idée de pouvoir éliminer les mises en échec jusqu'à temps qu'ils ont 18 ans et l'impact que cela pourrait avoir, alors il y a des garçons, il y a des filles, et alors tout le monde présentement et le hockey, c'est pour tout le monde. Alors,
c'est important de pouvoir comprendre cette prochaine étape. Alors, justement, la mise en échec a été supprimée du hockey féminin au niveau international il y a plus de 2 décennies. Alors, comment est-ce que ce changement de règlement a-t-il fait une différence dans votre esprit quand il s'agit de prévenir des commotions cérébrales chez les filles? C'est génial que vous mentionnez les filles, car j'ai récemment accepté d'être directeur de l'Association féminine de hockey de l'Ontario. Je travaille avec Fran Reiter depuis un bon bout de temps. Elle est la directrice générale de l'Association de hockey féminin de l'Ontario. C'est une très belle association et comme vous avez dit, ils ont été intelligentes, elles ont éliminé les mises en échec pour les filles dans les années 1990. Dans le hockey masculin, cependant, on n'a pas été aussi intelligent, car nous avons permis aux enfants de se blesser par les mises en échec. Et il est temps pour les garçons de rattraper les filles à cet égard. Le hockey féminin est un jeu formidable. Toutefois, il n'y a pas de mise en échec et ça ne les rend pas moins passionnantes. S'il est vrai que les filles peuvent toujours subir des commotions cérébrales, il convient de noter que peu de filles ont été blessées par des mises en échec puisque cette pratique est illégale. Je crois que cela devrait être la même chose pour les garçons. Les filles s'en rendent compte. Pourquoi est-ce que ce n'est pas le cas des garçons? Je souhaite que nous puissions convaincre les autorités d'en faire plus, d'effectuer ce changement. Il est à noter que les filles sont plus susceptibles de subir des commotions cérébrales que les garçons, car la même quantité de force sur la tête d'une fille peut être plus dommageable. Nous savons cela. Cela est vrai aussi pour le basketball et le hockey, où plus de filles subissent des commotions cérébrales que les garçons pour le même nombre d'heures jouées. Donc, il est intéressant que vous évoquiez la force du coup. Lorsqu'on parle, par exemple, de prévention des blessures, l'anatomie de chacun est différente. Il y a eu une revue de littérature sur les exercices qui pourraient renforcer les muscles du cou dans différents sports. Et dans l'esprit de la prévention, il y a des exercices dans différents sports qui peuvent faire ces changements. Et comme vous dites, que pourrait-on faire pour faire de la prévention? Lorsqu'on devrait regarder la littérature, regarder ce qui fonctionne. Je crois aussi que c'est sur le site web, on peut voir aussi quelques exercices que vous suggérez. Donc, je suis curieuse. Lorsque nous regardons les mises en échec, vous avez parlé de l'âge de 18 ans. Croyez-vous que ce soit les garçons, les filles, les hommes, les femmes, peu importe où on se trouve, est-ce que les mises en échec devraient exister? Il y a eu des études sur le nombre d'athlètes qui ont dû prendre leur retraite prématurément en raison de commotion cérébrale. Nous avons une liste de, je crois que c'était en 2018, mais je me répète, nous avons une liste de 35 joueurs de la Ligue nationale qui ont dû prendre leur retraite en raison de commotions cérébrales répétitives, dont des stars comme Marc Savard ou Eric Lindros. Ce sont des joueurs, des grands joueurs de la Ligue qui ont dû prendre leur retraite à cause des commotions cérébrales répétées. Cela est sérieux. Ça a coûté à la Ligue nationale des millions et des millions de dollars. Ces joueurs ont dû prendre leur retraite. Il y a eu aussi des couvertures d'assurance qui étaient très grandes. Si je ne me trompe pas, ça a coûté à la Ligue environ 120 millions de dollars, mais c'est toujours moins
que ce que ça a coûté à la NFL. Elle a dû payer lorsque ces joueurs de football ont démontré qu'ils présentaient une dégénérescence cérébrale. Et la prévention est la clé ici. Ce n'est pas seulement un problème traitable, mais c'est aussi un problème évitable. Je crois que prévenir les commotions cérébrales est très important. Les commotions cérébrales répétitives peuvent entraîner des complications à long terme. Et elles peuvent aussi poser des problèmes persistants, comme le rapporte un article précédent. Ça peut même amener une dégénérescence au cerveau. Voilà quelque chose que l'on doit faire pour prévenir ces commotions cérébrales et éviter leurs graves conséquences. En ce qui concerne le point de vue des commotions cérébrales répétées, on voit souvent que d'avoir cette première commotion, lorsque ça arrive, il faut laisser à son corps suffisamment de temps pour se rétablir correctement. Parce que si les blessures se répètent trop rapidement, on ne peut récupérer. Vous savez, et ça peut arriver n'importe où. Ça peut arriver, par exemple, simplement si on va patiner sur la glace en janvier. Mais il est important d'éviter les répétitions et d'être conscient des risques associés aux commotions cérébrales. Donc, question pour vous. À votre avis, que pouvons-nous faire pour aider le développement des joueurs et respecter les commotions cérébrales et réduire les risques dans le hockey? Je crois que si vous regardez la loi de Rowan, c'est une initiative fantastique qui a été mise en œuvre dans notre pays. On a maintenant la loi de Rowan. Elle ne s'applique non seulement bien plus qu'elle ne s'applique plutôt qu'à l'Ontario actuellement. Depuis quoi? 2018. Mais posez-vous les questions. Pourquoi les autres provinces n'ont pas également adopté des lois sur les commotions cérébrales? Le concept d'une loi sur les commotions cérébrales est quelque chose que je soutiens. J'apprécie également l'idée d'avoir une semaine sur les commotions cérébrales. Il est bien d'avoir une semaine là-dessus dans notre pays. Cela est une mesure de prévention. Tout le monde devrait s'y connaître beaucoup plus en termes de commotion. Il est important de les prévenir. Comme vous avez dit, nous devons traiter les commotions cérébrales qui ont lieu. Cela a un impact sur le sport. Nous voulons minimiser les commotions cérébrales. Nous voulons les réduire lorsqu'elles arrivent. Et la semaine de la prévention des commotions cérébrales qui a lieu en septembre, il y a toutes sortes de groupes sportifs et d'associations d'entraîneurs. Et nous faisons la promotion lors de cette semaine-là, ou plutôt de la sensibilisation, je devrais dire. Cela fera beaucoup pour faire de la sensibilisation et prévenir les commotions cérébrales. Les entraîneurs, les formateurs, les enseignants, les parents, tout le monde y sera sensibilisé. Et lorsqu'on pense à Roland Stringer, vous savez, ce jeune garçon qui a souffert du syndrome de deuxième impact. Et cela est très, très rare. Lorsqu'on regarde cet aspect, on peut vraiment reconnaître l'impact de la prévention. Oui, vous avez tout à fait raison. Nous avons la chance d'apprendre et d'appliquer ces connaissances afin de pouvoir les partager avec tous ceux qui sont impliqués dans le sport.
Il ne s'agit pas seulement des athlètes sur le terrain ou les participants, mais aussi les coéquipiers, les collègues, les entraîneurs, les parents. Tout le monde doit être au courant. Nous continuons à apprendre. On est tous sur le même bateau, n'est-ce pas? Nous sommes tous conscients. Nous en apprenons beaucoup plus chaque fois que nous allons plus loin ensemble. Et cela est grand. Nous voulons faire de la sensibilisation. Nous voulons partager le tout avec tout le monde au pays. Nous voulons partager les nouvelles recherches plutôt. Il y a de nouveaux apprentissages. Nous devons travailler de pair. Et je crois que cela est fantastique. Il est essentiel de comprendre que cela s'applique à différents sports, à différents athlètes. Donc, comme vous avez dit, cela n'arrive pas seulement au hockey, mais comme je disais, dans toutes sortes de différents sports. Suite à vos recherches là, sur les mises en échec, croyez-vous que nous pouvons utiliser et faire des parallèles avec d'autres sports? Si, par exemple, un entraîneur ou un parent vous écoute, est-ce que vous pensez qu'on peut l'appliquer à un autre sport? Je suis heureux de voir que vous levez cet enjeu. C'est tous les sports où il y a des contacts. Par exemple, j'ai rencontré récemment un joueur de lacrosse. Elle a reçu un coup de bâton sur la tête. Elle avait une grosse commotion cérébrale. Et cela arrive dans bien différents sports. Vous savez, il y a des jeux avec des balles qui sont dures. Vous pouvez avoir une commotion cérébrale, bien sûr, mais vous pouvez vraiment en prévenir. Premièrement, suivant les règles, en renforçant votre coup, en utilisant le code de conduite. Cela est très important. Et n'oubliez pas la participation des parents. Celle-ci est cruciale. Les parents ne peuvent seulement déposer leurs enfants sur le terrain et les oublier. Ils doivent comprendre quelle est la bonne conduite. En fait, en Ontario, maintenant, en raison de la loi de Rowan, les parents et les joueurs doivent signer un code de conduite qui décrit quel est le mode de comportement que l'on doit adopter sur le terrain. Vous savez, ce n'est pas un aréna pour les gladiateurs. Le but n'est pas de tuer le joueur de l'autre équipe. Nous sommes ici pour apprendre mutuellement et jouer selon les règles. Oui, je suis d'accord. Vous en avez parlé plus tôt. C'est un privilège de travailler tout le monde ensemble, de se respecter, de jouer selon les règles. Vous savez, on ne doit pas nécessairement... Nous devons nous assurer que tout le monde prenne du plaisir. Nous devons être capables de comprendre. Nous devons voir quelles sont les règles et quelles sont les règles d'engagement sur le jeu. Donc, nous avons eu une belle discussion. Et si vous pouviez nous laisser avec un message à envoyer au public, quel serait-il? Utilisez votre cerveau pour protéger votre cerveau. Vous n'en avez qu'un. C'est merveilleux. Dr. Totter, cette conversation a été fantastique. J'ai vraiment apprécié la discussion. Nous allons continuer à apprendre à sensibiliser les gens, je devrais dire, sur le sport et tout ce qui lui entoure. Merci beaucoup. Au revoir. Charles, Dr. Totter, bienvenue. Merci beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Tout le plaisir était pour moi. Donc, vous avez partagé ces recherches.
Nous avons ici le Dr. Tatter. Si vous avez des questions, envoyez-les dans le Q&A. Nous en avons ici déjà. Bon, on nous dit qu'il y a des gens qui nous disent que les mises en échec à un jeune âge enseignent aux enfants comment gérer les blessures possibles. Qu'en pensez-vous? J'ai déjà entendu cela. Je crois que le groupe de Carolyn Mary en a déjà parlé. Vous n'avez pas besoin de l'apprendre quand vous êtes jeune pour vous protéger. Plus tard, je ne pense pas que cela est valide. Les jeunes de 18 ans qui n'avaient pas appris des mises en échec plus jeunes ont pu l'apprendre plus tard. Vous pouvez l'apprendre en 2-3 heures, en fait. Je ne suis pas d'accord avec cet argument. Vous avez besoin de le faire jeune pour mieux l'apprendre. Non, en l'évitant, vous vous protégez mieux. Nous avons plusieurs recherches ici. L'une des questions, vous avez fait des études pour suivre les jeunes joueurs de hockey. Pourquoi est-ce que c'est important et pourquoi croyez-vous que les recherches sont toujours importantes à mener? C'est une très bonne question. Merci. Vous savez, pour moi, c'est une question de conformité. Il est difficile pour les jeunes de se conformer aux règles. Et les parents les encouragent. Quand nous voyons un patient à notre clinique, nous leur disons toujours que nous voulons faire le suivi. Nous voulons savoir comment ça va, même des années plus tard. Mais il est difficile de se conformer aux règles. Ils ne veulent pas revenir, ils ne veulent pas avoir plus d'examens, ils ne veulent pas remplir de questionnaires, ils disent qu'ils sont trop occupés. Voilà pourquoi il est si difficile d'aller chercher toute l'information nécessaire. C'était difficile d'avoir toutes les données à cause du problème de conformité. Sur 15 athlètes qui sont venus me voir, je leur ai donné des instructions strictes. Et quelques mois plus tard, quand je les ai rencontrés, je leur ai demandé, est-ce que vous avez suivi? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous arrêté de jouer? Et la plupart d'entre eux ne suivaient pas les règles. Ils n'ont pas respecté, par exemple, ce que je leur disais. Je leur ai dit, si vous retournez jouer, votre cerveau ne pourra pas jouer. Et ils n'ont pas fait cela. Donc, il est difficile de faire suivre les règles. Et cela est très difficile dans le monde du sport. Si, par exemple, vous avez des personnes âgées qui tombent toujours, il y a des gens, par exemple, qui ont des accidents de travail. Bon, la conformité est plus grande que dans le sport. Peut-être que quelqu'un qui est brillant ici, qui nous écoute, va avoir une meilleure idée pour aider, pour convaincre les jeunes à suivre les règles. Oui. L'une des choses sur lesquelles nous avons un contrôle, c'est de se conformer aux règles, n'est-ce pas? Très valide. Donc, nous avons ici quelques questions. Ici, nous avons des questions à propos du renforcement au cou, à propos de la prévention. Pouvez-vous nous dire un peu plus sur qu'est-ce que disent les recherches sur les exercices pour le cou? C'est une très bonne question. J'adore cette question. Moi, je suis en mode prévention maintenant. Ah, mon Dieu, ça m'allume. Vous pouvez prévenir les commotions cérébrales
en renforçant les muscles de votre cou. C'est très important. Cela est très important pour les femmes, surtout, à cause des différences du corps. Les hommes sont différents des femmes. Notre corps n'est pas fait de la même façon. Lorsque vous regardez, par exemple, le corps des femmes, ils sont plus petits, moins développés que le corps des hommes. On est né comme ça. Mais vous pouvez renforcer les muscles sur votre cou. Non seulement cela va prévenir les commotions cérébrales, mais dans les générations précédentes, les commotions cérébrales étaient appelées sur un autre nom. Et 25% des commotions cérébrales, en fait. Vous savez, bon, autrement dit, je veux dire qu'il est facile de prévenir il est possible de prévenir les commotions cérébrales en faisant des exercices au cou. Il est important de faire des exercices pour le cou qui soient asymétriques. Par exemple, ne gardez les muscles au même niveau, utilisez votre propre résistance dans les 4 directions. Mais vous devez le faire pendant un bon bout de temps. Vous devez le faire de façon régulière, peut-être une fois par jour. Et si vous êtes une femme particulièrement, vous serez capable de renforcer les muscles de votre cou. Et cela va vous protéger des commotions cérébrales. C'est vraiment utile. Oui, lorsque nous parlons de la prévention, de quoi cela aura-t-il l'air dans les autres sports? Croyez-vous qu'on devrait éliminer les coups de tête au soccer? C'est une très bonne question. J'ai toujours eu de la difficulté à répondre à cette question. Je me pose la question depuis une vingtaine d'années. Sans aucun doute, des coups répétés à la tête vont mener des problèmes, que ce soit une commotion cérébrale ou alors l'effet à long terme, la dégénération du cerveau, par exemple. Ça ne semble pas arriver très souvent, mais ça peut arriver dans les joueurs de soccer professionnels à qui ça arrive. Et cela a été établi dans les dernières années. Le soccer n'est pas à l'abri de cela. Je crois que l'âge est un facteur. Il y a bien des années, nous avons rencontré l'association de joueurs de soccer et nous avons tenté de voir. Nous avons tenté d'établir un âge où on avait le droit d'utiliser notre tête pour frapper au soccer. Et on a réussi à monter cela à 10 ans. Mais, corrigez-moi si j'ai tort, mais je crois que c'est encore trop jeune pour permettre des coups de tête à... J'aimerais beaucoup mieux voir les jeunes de peut-être 13, 14, même 15 ans pouvoir donner des coups à la tête, mais pas plus jeunes. Vous savez, j'ai eu beaucoup de patients dans ma clinique qui ont subi des blessures à cause des coups à la tête. Des coups de tête, j'aurais dû dire. Bon, vous avez ici une autre question. Nous en avons beaucoup de questions. Donc, si j'ai des questions, peut-être que vous pouvez rejoindre le Dr. Tatter plus tard. Bon, et nous allons... l'une des questions ici, c'est selon la culture du sport. Lorsqu'on regarde ça, que croyez-vous que on doit faire pour changer la culture du sport, par exemple, lors des mises en échec? On doit regarder ce qui a été fait dans le hockey pour filles
Regardons les résultats lorsqu'il y a des mises en échec et lorsqu'il n'y en a pas. Bon, la mise en échec dans le hockey féminin est pénalisée. Bien sûr, les filles ont toujours des commotions cérébrales, mais je sens qu'on peut faire beaucoup seulement avec les mises en échec, en les éliminant, quoi. Chaque sport a ses enjeux de contact. Si vous réduisez le contact, vous allez réduire les commotions cérébrales. Excellent. Donc, merci. Nous apprécions votre expertise. Dr. Tatter, c'était vraiment incroyable. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui et nous allons continuer notre dialogue. Merci. Continuez à faire de ce que vous faites.